Le droit à l'alimentation, c'est un concept juridique. Il est reconnu en droit international. C'est le concept juridique qui vient complémenter l'idée de sécurité alimentaire. Donc, si on pense qu'on devrait avoir assez de nourriture pour se nourrir, bien, on a développé aussi un droit à l'alimentation pour assurer le droit de chaque personne de pouvoir se nourrir de façon adéquate, mais aussi en reconnaissant qu'il y a des besoins culturels aussi. Donc, c'est pas tout le monde qui va avoir besoin de la même chose. Il y a aussi des pays qui reconnaissent le droit à l'alimentation dans leur constitution. Je pense notamment, par exemple, il y a l'Inde qui reconnaît ça dans la constitution. Et aussi de plusieurs pays qui vont avoir des politiques alimentaires pour promouvoir ou pour aider la réalisation de ce droit. Au Canada, on n'a pas reconnu le droit à l'alimentation. En principe, on est tenu à le reconnaître à cause du droit international, mais dans la Charte canadienne, il n'y a pas de droit à l'alimentation, comme plusieurs droits socio-économiques qu'on ne reconnaît pas. Mais sur le plan international, on est quand même tenu responsable pour la réalisation de ce droit au Canada. La souveraineté alimentaire, c'est un concept qui a été vraiment, il y avait un mouvement de paysans qui ont monté pendant des années l'idée de souveraineté alimentaire un peu en réaction au discours de sécurité alimentaire, un peu en réaction au discours de droit à l'alimentation, qui avait, eux, une emphase plus sur les consommateurs, donc assurer que tout le monde ait assez à manger. C'était un mouvement paysan qui a dit il faut parler plutôt de souveraineté alimentaire parce que la majorité des personnes dans le monde entier sont des petits producteurs, sont des fermiers, sont des paysans et eux, ils n'ont pas assez à manger. Donc, on doit penser autant aux producteurs qu'aux consommateurs. Des fois, le producteur est aussi consommateur. Donc, c'est un mouvement pour reconnaître les paysans et leurs contributions et aussi tous les problèmes d'accès à la terre qu'ils vont avoir ou des questions de semences et de biodiversité. Encourager la production traditionnelle, des méthodes de production traditionnelles, mais aussi toutes les espèces traditionnelles qu'on retrouve de moins en moins souvent. Donc, un peu d'éviter de contourner le mouvement vers les monocultures et que tout le monde produit la même espèce de blé ou de riz, mais vraiment d'encourager, de favoriser plus de diversité dans les produits. La souveraineté alimentaire reste très difficile à définir pour être un concept juridique. Il y a des débats importants autour de cela en ce moment et depuis plusieurs années, des chercheurs, des juristes qui croient que la souveraineté alimentaire, c'est un concept très important pour nous tous et d'autres qui questionnent un peu sa pertinence. Mais dans tout ça, on a la difficulté de réconcilier souvent les besoins à un niveau d'insécurité alimentaire et les besoins des producteurs. Quand on pense à la sécurité alimentaire, au droit à l'alimentation, on parle de disponibilité des aliments. Il faut avoir les aliments pour les manger, mais c'est aussi l'accès. Et c'est pas tout le monde qui peut acheter un poulet qui coûte 30 $ le kilo, le livre versus 6 $ ou 2 $. Il y a des prix vraiment comme un spectrum de prix assez important entre ces différents produits. Et ça se peut que c'est vraiment ça que ça coûte, comme 30 $ pour ton poulet. Mais si on n'a pas les moyens de l'acheter, est-ce que ça devient un luxe pour les personnes privilégiées qui puissent manger bien, encourager une production locale, et pour le reste de la population, il faut manger de la cochonnerie, il faut manger de la viande qui vient de travailleurs qui sont dans des conditions difficiles. Donc, il y a vraiment un dilemme de comment arriver à réconcilier tout ça. Il y a plusieurs débats dans tous les sens. Donc, je parlais de sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire. Il y a aussi beaucoup de questionnements sur production industrielle, production artisanale. Est-ce qu'on peut nourrir la planète avec la production artisanale? Des fois, c'est un peu des faux débats.
C'est plus l'agriculture dans le milieu qu'on doit chercher. Donc, le méga industriel, c'est là qu'on retrouve un problème. Ça fonctionne très bien pour certaines choses, donc ça a produit des aliments qui sont pas chers. Ça a été assez efficace avant la pandémie pour se rendre aux épiceries et c'était salubre, c'était comme ça arrivait à temps et tout ça, ça marchait bien, sauf que c'était produit avec une main-d'œuvre exploitée et de façon assez dévastatrice sur l'environnement, sur les conditions de vie des animaux, sur la ferme avant l'abattage. Donc, oui, on avait un produit qui était pas cher, mais qui avait vraiment des externalités importantes dans ce produit qui était pas cher. Et aussi une concentration importante dans l'industrie. On voit que l'argent qui rentre à l'industrie va aller à l'étranger, à une multinationale qui a un siège social aux États-Unis. Donc, on n'a aucun retour sur l'investissement. Si on avait des productions, pas nécessairement artisanales, mais à une échelle moyenne, là, on essaie d'avoir une production locale, sachant que bon, ça va coûter un peu plus cher, mais on va avoir moins de risques si on est confronté à une autre pandémie ou un autre désastre. Donc, il faut quand même penser à la crise climatique. C'est pas juste la pandémie, le virus, mais il faut s'attendre à ce qu'on va vivre d'autres crises importantes qui vont avoir un impact sur la production agricole. Donc, il faut avoir quelque chose d'un peu plus diversifié pour avoir plusieurs, même on parle de redondance. Dans la production agricole, c'est quelque chose qu'on a voulu éviter pendant très longtemps parce qu'on voulait que ça soit efficace. Mais là, on se rend compte que ça prend peut-être un peu plus de... Bon, on va multiplier un peu, avoir comme une duplication. Puis c'est pas grave parce que il faut avoir cette protection dans la production agricole. Mais tout ça veut dire que ça va être plus petit. Petit, c'est pas une garantie que le propriétaire, le gérant va prendre soin, va être attentif à tous les besoins de ses travailleurs. C'est pas une garantie, mais déjà juste de réduire un peu, de donner la possibilité de respirer, autant sur le champ durant la récolte que dans l'usine de transformation, que dans les épiceries, de ralentir un peu, de ramener ça à une échelle humaine. C'est quelque chose qui pourrait aider. On voit que les politiques agroalimentaires ou le droit agroalimentaire, ça soulève beaucoup de questions de valeurs. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, qui se posent des questions sur les origines de ce qu'ils mangent. On a le développement d'une politique agroalimentaire sur le plan national au Canada qui a été dévoilée, ça fait un peu plus d'1 an, mais c'est vraiment comme le début et on va voir dans quelle direction cette politique va avancer. Et c'est là on devrait vraiment mettre de la pression ou demander à nos décideurs publics autant au niveau provincial qu'au niveau fédéral, de s'intéresser un peu plus dans tous les éléments de la production agroalimentaire parce que ce que la pandémie nous révèle, ce que ça dévoile, c'est que le système alimentaire est très complexe et puis c'est pas juste... Donc, si on parle en droit, il y a des questions de droit des biens, de droit environnemental, droit du travail, droit constitutionnel, parce que c'est quand même une division de pouvoirs, de compétences, santé, responsabilité civile, contrat. Bon, il y a tout. Donc, il faut vraiment regarder le système dans sa complexité. On a pendant très longtemps légiféré dans des silos. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est l'importance de collaboration. Et la production de la viande, c'est l'exemple parfait pour ça, parce que si on pense à la ligne de production ou à la vitesse de la ligne de production, la vitesse de la ligne de production, elle est établie pour une usine fédérale, pour un abattoir fédéral, c'est établi par des décideurs publics, des fonctionnaires
au niveau fédéral, mais les personnes qui sont responsables pour la salubrité des aliments. Donc, pour eux, la vitesse est établie en fonction de si ça va plus vite, est-ce que ça va mettre en péril la salubrité des aliments. Mais ces décideurs ne sont pas responsables pour les travailleurs. Et même quand on leur pose la question, ils vont dire clairement, mais premièrement, c'est pas notre compétence, ça c'est provincial, nous c'est fédéral. C'est deux niveaux complètement différents et même à l'intérieur du département de l'Agence canadienne pour l'inspection des aliments, c'est eux qui vont déterminer la vitesse. Même dans leur département, il y a des sous-départements qui sont responsables pour, la salubrité, c'est moi, donc moi je m'occupe de la vitesse. Moi, en tant que chercheuse, j'ai des questions sur la vitesse et les conditions des animaux et des travailleurs. Donc, quand je pose la question, mais la vitesse, oui, il n'y a pas de problème pour la salubrité, mais la vitesse, c'est trop rapide pour les animaux. Parce que ça veut dire qu'il faut les traiter trop rapidement, puis il y a beaucoup de détresse avant de les abattre. Mais on va me dire, mais nous, la vitesse, c'est la salubrité. C'est les vétérinaires qui, eux, vont développer les politiques pour assurer que les animaux sont bien traités. Donc, et puis, eux sont pas intéressés par la vitesse parce que ça, c'est pour la salubrité. Donc, on voit que, et avec la pandémie, on a vraiment vu que c'est tout relié. La vitesse, comme technique, ça vient chercher des questions de salubrité, de bien-être de l'animal, aussi des travailleurs. Ça, c'est des questions fédérales, c'est des questions provinciales, c'est des questions de droit du travail, droit des animaux, salubrité des aliments. Mais tout ça, c'est relié sur la vitesse de la ligne. Et ça prend une nouvelle approche à, mais c'est quoi le droit agroalimentaire, qu'il faut reconnaître qu'il faut collaborer ensemble. Et ça, c'est vrai pour la production de la viande, mais c'est vrai pour plusieurs choses aussi, les travailleurs dans les champs. Tout ça, on doit maintenant concevoir toutes ces questions comme d'une façon interdisciplinaire, de voir qu'il faut vraiment collaborer pour arriver à la meilleure solution. Puis ça nécessite beaucoup de dialogue, beaucoup de collaboration qu'on ne voit pas encore, mais qui est nécessaire pour bien gérer cette production. Avec la pandémie, on se retrouve un peu à la croisée des chemins dans le système alimentaire qu'on va avoir après la pandémie. Et c'est là que je voulais parler de la philosophie, le concept de Ubuntu qui vient de l'Afrique du Sud. L'idée de Ubuntu, c'est vraiment que mon humanité est interreliée et connectée à le vôtre. Et tant qu'on ne voit pas d'humanité de l'autre, on n'arrive pas à trouver la réconciliation. C'est un peu bizarre de parler de la philosophie dans les politiques bioalimentaires, mais on reconnaît qu'il y a des conflits, il y a des valeurs, il y a des expériences très différentes et il faut trouver cette réconciliation entre les différents besoins. Donc, si on parle de producteurs, de consommateurs, comment est-ce qu'on peut réconcilier le besoin, le désir de la famille monoparentale à faible revenu, qui ne peut pas acheter, qui ne peut pas payer beaucoup, dépenser beaucoup sur son panier d'épicerie à chaque semaine, et le producteur agricole qui a de la misère à se nourrir elle-même parce qu'elle n'a pas un revenu assez important de ce qu'elle cultive. Il y a beaucoup de divisions, les consommateurs, les travailleurs avec leurs employeurs. Et l'idée de Ubuntu, c'est quelque chose, ça donne pas une réponse, mais ça encourage de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans mon assiette et comment est-ce que ce que je mange, comment est-ce que ma consommation a un impact sur eux. L'idée de Ubuntu, c'est de dire ce que nous, on mange ici, ce soir, c'est relié à ce que quelqu'un sur un bateau au Vietnam a pêché, des conditions de travail, l'environnement, l'impact écologique de ce qu'on mange, ça va avoir un impact sur tout le monde, sur la planète.
Est-ce qu'on peut, dans les politiques alimentaires après la pandémie, penser un peu plus à l'humanité de l'autre, d'autres pays, de nos voisins, même dans le même pays? Comment est-ce qu'on peut comprendre comment notre humanité est reliée avec l'humanité de l'autre? Et je crois que c'est en réfléchissant à ça qu'on va arriver à des meilleures politiques.